Chapitre 9. Cause de la genèse de la Lune. Et Belzébuth commença ainsi. Arrivés sur la planète Mars sur laquelle nous avions ordre d'exister, nous nous installâmes peu à peu. Nous étions encore absorbés par l'organisation extérieure de notre existence pour la rendre plus ou moins tolérable dans ce milieu qui nous était étranger, lorsque soudain, l'un des jours où nous avions le plus à faire, la planète Mars fut secouée tout entière, après quoi se répandit une puanteur si abrutissante qu'au premier abord l'univers nous sembla s'être imprégné de quelque chose d'inexprimable. Au bout d'un certain temps, l'odeur se dissipa. Ayant repris nos sens, nous nous rendîmes compte de ce qui s'était passé. Nous comprîmes alors que la cause de cet effroyable phénomène était précisément la planète Terre, qui, à certains moments, passait si près de Mars que nous pouvions l'observer clairement sans le secours de nos tesquanos. Pour des raisons que nous ne pouvions encore nous expliquer, cette planète avait éclaté et 2 fragments s'en étaient détachés pour aller voler dans l'espace. Je t'ai déjà dit qu'en ce temps-là, ce système solaire venait à peine de se constituer, et ne participait pas encore pleinement à ce qu'on appelle l'harmonie de soutien réciproque de toutes les concentrations cosmiques. Il apparut plus tard que, conformément à cette harmonie de soutien réciproque de toutes les concentrations cosmiques, une comète dite à grande orbite, existant de nos jours sous le nom de comète Kondour, devait elle aussi traverser ce système. Cette comète était déjà concentrée en ce temps-là, mais elle parcourait pour la première fois sa trajectoire définitive. Et comme nous l'expliquèrent plus tard confidentiellement certains individuums sacrés compétents, la trajectoire décrite par cette comète devait croiser celle de la Terre. Or, par suite des calculs erronés d'un certain individuum sacré expert en matière de lois de création et de conservation du monde, les moments où ces 2 concentrations devaient passer au point d'intersection de leurs trajectoires respectives coïncidèrent. Du fait de cette erreur, la planète Terre et la comète Kondour entrèrent en collision. Elles se heurtèrent si violemment que, par le choc, comme je l'ai déjà dit, 2 grands fragments se détachèrent de la planète Terre pour s'en aller voler dans l'espace. Ce choc eut de graves répercussions car cette planète venait à peine de se former et son atmosphère qui aurait pu servir d'amortisseur n'avait pas eu le temps de se constituer entièrement. Or, mon enfant, notre éternité fut informée sur le champ de cette catastrophe cosmique générale. Aussitôt fut envoyée du très saint soleil absolu sur le système solaire Ors une importante commission d'anges et d'archanges, spécialistes en matière de création du monde et de maintien du monde, sous la direction du grand archange Sakaki. Cette très haute commission arriva sur notre planète Mars, qui était la plus proche de la Terre, pour y entreprendre ses investigations. Les membres sacrés de cette très haute commission nous tranquillisèrent bien vite, nous disant qu'un malheur de grande étendue cosmique n'était plus à craindre. Et l'archi-ingénieur archange Algématan eut la bonté de nous expliquer lui-même que, selon toute probabilité, les choses s'étaient passées ainsi. Les fragments détachés de la planète Terre avaient perdu l'impulsion donnée par le choc avant d'avoir franchi les limites de la sphère d'influence de cette planète. Aussi avaient-ils commencé, conformément à la loi de chute, à retomber sur leur masse initiale. Cependant, ils n'y retombèrent pas parce que, au cours de leur chute, ils étaient passés sous l'influence d'une loi cosmique appelée loi de rattrapage et lui étaient définitivement soumis. Ils devaient donc décrire, autour de leur masse initiale, des orbites elliptiques parfaites, comme celle que décrivait et que décrit encore cette dernière, c'est-à-dire la planète Terre, autour de son soleil Ors. Et il en sera ainsi indéfiniment, à moins qu'une nouvelle catastrophe cosmique imprévue ne vienne changer tout cela, dans un sens ou dans un autre. Que le hasard en soit loué, conclut sa grandeur pentadimensionnelle. Le mouvement harmonique systémaire général n'en fut point troublé, et la paisible existence du système Ors fut bientôt rétablie. Cependant, mon enfant, après avoir considéré toutes les données dont elle disposait, ainsi que les modifications susceptibles de se présenter à l'avenir, cette très haute commission estima que les fragments de la planète Terre, même s'ils se maintenaient temporairement dans leur position actuelle, pourraient par la suite en sortir, du fait de certaines translations tastartu-narniennes qu'ils prévoyaient, et entraîner toutes sortes de calamités irréparables pour le système Ors, comme pour les systèmes solaires voisins. Aussi, pour écarter cette éventualité, la très haute commission résolut-elle de prendre à l'avance certaines mesures, et elle reconnut que le mieux serait de faire en sorte que la masse initiale, c'est-à-dire la planète Terre, maintienne ces 2 fragments détachés en leur envoyant continuellement les vibrations sacrées dites Astokin. La substance sacrée Astokin ne se constitue sur les planètes que lorsque les 2 lois cosmiques fondamentales, l'heptaparaparchinok sacré et le triamazikamno sacré,
il fonctionne de manière appelée ilnosoparnienne, c'est-à-dire lorsque ces deux lois cosmiques sacrées se révèlent et se manifestent à la surface de la concentration cosmique donnée de manière indépendante dans certaines limites seulement, bien entendu. Or, mon enfant, comme pareille réalisation cosmique ne peut se faire qu'avec la sanction de son éternité, le grand archange Sakaki, accompagné de quelques membres sacrés de cette très haute commission, se rendit immédiatement auprès de son éternité pour solliciter la dite sanction. Et les individuums sacrés ayant obtenu de notre éternité son approbation, ce processus fut réalisé sur la terre, toujours sous la direction du grand archange Sakaki. À partir de ce moment, tout surgit sur cette planète conformément à l'Ilnosoparno, et ces fragments détachés qui existent encore de nos jours ont cessé de constituer une menace de catastrophe universelle. Le plus grand de ces deux fragments fut nommé Lunderperzo, et le plus petit Anulios. C'est même ainsi que les êtres ordinaires tricérébraux, qui apparurent ensuite sur la Terre, les appelèrent tout d'abord. Mais ils reçurent plus tard, suivant les époques, des noms différents. C'est ainsi que le grand fragment fut désigné il n'y a pas très longtemps sous le nom de Lune. Quant au petit fragment, il fut peu à peu oublié, si bien que les êtres des temps actuels non seulement ne lui donnent aucun nom, mais ne soupçonnent même plus son existence. Il est intéressant de remarquer à ce propos que les êtres d'un continent de cette planète, le continent Atlantide, qui disparut par la suite, connaissaient encore ce second fragment de leur planète et le nommaient eux aussi Anulios. Mais les êtres de la dernière période d'existence de ce continent, en la présence générale desquels s'étaient déjà cristallisés et intégrés les résultats des conséquences des propriétés de l'organe appelé Kunda Buffer, lui donnèrent le nom de Kimespai, littéralement « qui ne laisse pas dormir en paix ». Les êtres tricérébraux actuels de cette étrange planète ignorent cet ancien fragment parce que sa petitesse relative et son éloignement le rendent inaccessible à leur vue et qu'aucune grand-maman ne leur a jamais dit que l'on connaissait dans le bon vieux temps ce petit satellite de leur planète. Et si l'un d'eux l'aperçoit par hasard à travers ces jouets excellents et pourtant bien enfantins que l'on nomme télescope, il ne lui prête aucune attention, le prenant tout simplement pour un grand aérolite. Les êtres actuels d'ailleurs ne pourront bientôt plus l'apercevoir, car il est devenu propre à leur nature de ne voir que l'irréalité. Rendons-leur cette justice. Pendant les derniers siècles, ils se sont artistement mécanisés à ne plus rien voir de réel. Or, mon enfant, des analogies du tout, ou comme on le dit encore, des microcosmos, apparurent aussi sur la planète Terre, et par la suite, ces microcosmos constituèrent la végétation appelée odoristolnienne, ou polormédentique. Plus tard encore, ces microcosmos se groupèrent, comme cela se fait ordinairement, pour constituer diverses formes de tétartocosmos aux trois systèmes de cerveau. Et c'est parmi ces derniers qu'apparurent, pour la première fois, les tétartocosmos bipèdes que tu nommais tout à l'heure des limaces. Je t'expliquerai spécialement une autre fois pourquoi et de quelle manière des analogies du tout apparaissent sur les planètes lors du passage des lois sacrées fondamentales à l'Ilnosoparno. Puis je te parlerai des facteurs qui contribuèrent à former les divers systèmes de cerveau étriques, et je t'exposerai en général toutes les lois de la création du monde et de l'existence du monde. En attendant, sache que dès leur apparition sur la planète Terre, ces êtres tricérébraux qui t'intéressent disposèrent, pour perfectionner les fonctions servant à l'acquisition de la raison étrique, des mêmes possibilités que tous les tétartocosmos de l'univers entier. Mais plus tard, pendant la période où ils commençaient peu à peu à se spiritualiser, grâce à leur instinct étrique, comme il en va sur les planètes analogues de notre grand univers, un malentendu non prévu d'en haut et des plus déplorables se produisit pour leur malheur.